Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous qui s'ingénie à constituer la bande-son de son invité tout en le faisant causer. Un score échevelé, c'est ce que je vous promets, puisque de son propre aveu, le dit invité est un aspirant rocker avec la tessiture de Vianney. J'ai envie de dire prouve-le, mais je vais attendre que quelques minutes se soient écoulées. La musique, ce n'est pas là son activité, pas complètement, car son talent, ou en tout cas l'un de ses, c'est le jeu, dans des fictions et de société, m'a-t-on dit, voire les deux, puisque ses incarnations multiples ont souvent valeur d'études sociologiques. Une galerie de personnages qu'il a imaginé et endossé dans un programme dont la simple évocation suffit à faire rire avec du bruit. Co-créateur de Brut, scénariste, comédien au théâtre, en série, au ciné, à l'affiche dans les salles obscures d'Avec ou sans enfants d'Elsa Blaillot. Bonjour Bertrand Huskla. Bonjour. Je dis pas prouve-le maintenant, on est d'accord. Non, 5-10 minutes, le temps que je finisse mon verre de rouge. Être parent, chienlit ou épiphanie, on a 1 heure pour trancher. L'avis de nos éditorialistes, non ça jamais. Je vais plutôt passer à la question rituelle de cette émission. La place de la musique dans ton quotidien. Elle est de moins en moins grande. Alors la musique, j'en fais de plus en plus, j'en écoute de moins en moins parce que je vieillis, j'écoute des podcasts d'actu. Voilà, pour comprendre un peu les enjeux géopolitiques de ce monde. Vu que maintenant c'est un enfant sur des épaules qui dit au président des États-Unis de la fermer, ça a l'air d'être ça la nouvelle géopolitique, donc j'essaie de me renseigner pour pas être trop perdu. Ah ouais, donc du coup on n'y va pas sur Vianney, on dénonce direct quoi. On est dans l'édito quoi. C'est ça, c'est ça. Mais non, après oui effectivement, j'écoute quand même beaucoup de musique, mais c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment ça rythmait ma vie quoi. C'était je faisais que ça. Je faisais qu'écouter de la musique, essayer d'en jouer. Et là, ça a un peu disparu. Est-ce que tu fais partie des comédiens à playlist pour les rôles ? Est-ce que ça peut t'aider d'une certaine manière ? Pas du tout. Non, vraiment zéro playlist. Non, j'ai pas cette cuisine interne. Non, je déteste la musique désormais. Non, vraiment, j'adore ça. Après, c'est juste que ça a toujours été un exercice assez solitaire pour moi la musique. J'ai jamais eu des goûts que je partageais avec trop de gens. Ou alors ça remonte à des amitiés de fac, mais maintenant à chaque fois que je fais écouter un morceau à des gens, c'est bizarrement plus familial. Avec mon frère, on partage les mêmes goûts, donc on peut s'échanger des albums, mais là c'est devenu encore plus solitaire. Bon, alors j'espère te satisfaire avec le premier titre et cette voix qui est très loin de celle de Vianney, je dois dire, c'est celle de Julian Casablancas. Pour débuter, on écoute The Strokes avec Someday. Le score sur Radio Nova. The Strokes sur Nova avec Someday, un titre que je soumets immédiatement à Bertrand Huskla. Est-ce que ça te plaît ? Fan des Strokes. Je me souviens les avoir vus à l'époque. Il y avait un concert privé au Trabendo où j'avais fait la queue pendant, je crois que c'était 3 heures devant le Virgin Megastore pour avoir des places. Et j'avais pu aller les voir et j'avais été vraiment renversé. Je les avais trouvés exceptionnels sur scène. Tu es donc plutôt rock et guitare ? Ouais. Rock à cheveux. Ah oui, il faut les deux pour un combo. Guitare et cheveux, il avait de très beaux cheveux, Julian Casablancas. Ouais, toujours, je crois. On est sur une bonne nature, j'ai l'impression. Oui, c'était quoi, le fils des top modèles Elite et de je sais pas qui d'autre, et du fondateur de Elite ou je sais pas quoi. Exactement. Ouais, voilà, qui c'était, bien sûr. Donc ouais. Tu veux dire qu'il était rincé en produits, de fait. Il y avait un bon patrimoine et il y avait des bons produits avec. Donc ça va. Tu es à l'affiche d'Avec ou sans enfants d'Elsa Blaillot, dont le point de départ est le suivant. Une bande de potes habituée aux folles vacances de groupe a vu son rythme de croisière se modifier. Avec l'arrivée de multiples mouflets, 3 couples ont désormais une bruyante descendance. Le 4e a une grande nouvelle à annoncer. Bon alors du coup, à quoi on traque ? Ok, bon on va se marier. Chez moi, en Italie. Juste entre nous, comme avant. C'est un mariage sans enfants. Sarah ! Ils veulent pas des enfants! Moi, une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt. Non mais ils sont trop mal, on peut pas les laisser avec la nounou là. Surprise! Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés quoi. On fait quoi, on lâche la bombe direct, on attend l'église? Ou sinon on leur dit pas. On les garde à tour de rôle. Si on dit rien, ils le sauront jamais. Idée de merde, hein? Idée de merde, s'il en est. Bien sûr, cacher des enfants pendant un mariage, quelle idée de merde. Tu es donc Benjamin, tu fais partie de la team Avec enfants, en couple avec Julia, Nadia Rose, et tu es ce que j'appellerais un père surinvesti. Ouais. C'est un personnage assez étranger au principe de détente. Ouais, ou du moins, il trouve sa détente dans sa relation avec les enfants. Il trouve son épanouissement dans le fait que ses enfants aient bien. Il est over Montessori. On a un rapport de couple avec Julia, enfin Nadia qui joue Julia dans le film, où en fait la réalisatrice a voulu un peu inverser les stéréotypes. Plutôt que de faire un papa démissionnaire et une maman qui est trop à fond, elle a fait l'inverse. Elle a fait un papa trop à fond et une maman un petit peu démissionnaire. Ce qui fait à la fois un chouette discours sur l'égoïsme féminin pour ma comparse et puis un chouette discours sur l'investissement paternel du mien.
Alors tu vois, regarde, moi je ne la vois pas comme une égoïste. Je la vois comme une femme qui a décidé de ne pas complètement s'oublier. Mais Mais chacun projette en même temps. Ouais, parce que pour moi c'est une qualité l'égoïsme. Ouais, à chaque fois quand tu dis quelqu'un t'es égoïste ou je sais pas quoi, moi je trouve ça très très bien en fait. Et il est rigolo, moi je trouve, Benjamin, parce qu'il a quelque chose des pages de magazines féminins, tu sais, les nouveaux papas. Oui, c'est un peu ça. C'est qu'on voit sur Instagram et qui font mieux que nous à chaque fois. Et qui ont l'air très très calmes parce que tout est très rangé chez eux. Tout est très propre et les enfants sourient et ils ont plein de nouvelles activités tous les jours. On se dit, mais quand est-ce qu'ils prennent le temps de dormir ou de travailler, ces gens? Un personnage d'angoissé, voire de névrosé, c'est toujours plaisant à jouer, j'imagine. Mais où est-ce qu'on place le curseur pour qu'il reste un spécimen auquel on peut s'identifier? Je pense que moi je le mets dans à chaque fois l'ultra-sensibilité. Enfin, je trouve que l'angoisse, quand elle est vécue de l'extérieur par d'autres, elle peut être assez agressive. Les gens angoissés, ça peut être un peu glaçant, mais les gens très sensibles, quand on arrive à faire comprendre d'où vient l'angoisse, je peux trouver ça très très beau. En fait, je suis un peu comme un avocat de mon personnage, de montrer, essayer de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'il est sensible sur ces questions-là, donc angoissé. Donc t'as besoin d'avoir un peu d'empathie pour les persos avant de te lancer. Je sais pas, oui. En fait, il faut que ce soit écrit avec un peu d'empathie parce que je peux pas faire le travail tout seul. Ouais. Après, j'adore ce défi quand un personnage n'est pas très empathique, de le rendre empathique. Là, en l'occurrence, pour le personnage de Benjamin, le travail était quand même déjà fait. C'est un personnage super empathique. C'est une espèce de papa poule. Il est fou amoureux de ses enfants en fait. Donc c'est quelque chose qui, comme on est moralement du bon côté de la société, il y a pas de difficulté à la rendre empathique. En revanche, pour celle qui joue ma femme, pour elle, il y avait un plus gros défi. Rendre empathique une maman qui ne s'occupe pas de ses enfants. Le trope en comédie, le stéréotype de la mauvaise mère. En général, la mauvaise mère dans l'histoire de la comédie, c'est un peu une femme enfant. C'est Patsy dans Abs Fabs. Enfin, c'est quelqu'un qui veut rester adolescente, donc c'est hyper empathique. Là, vraiment, elle, c'est une mère qui veut penser à elle, qui veut penser à faire son yoga, à faire son truc. Et ça, en vrai, ça demande un virage un peu plus compliqué, je trouve. Catégorie page de magazine psycho, il y a aussi une très belle étude sur le thème sexualité post-cataclysme. Oui, bah oui, parce que c'est ça un des vrais bouleversements. Enfin, je dis j'imagine, non, j'ai un enfant, mais je dis pour tout le monde qui nous écoute parce que chacun vit sa vie différemment. Un des vrais bouleversements avec l'arrivée d'un enfant, c'est que bah oui, la sexualité change. Et là, chacun des couples a un regard différent sur sa sexualité. Il y en a, pour qui ils tombent sur une moyenne de quand ils peuvent, d'autres plus de libido, d'autres c'est un peu là, trop de libido alors qu'ils ont des jumeaux. On se dit quand est-ce qu'ils trouvent le temps de faire ça. Donc, mais ouais, c'est l'espèce de bouleversement de l'arrivée d'enfants qui change pas mal à ce niveau-là. Les enfants, cette petite plaie merveilleuse, on continue d'en parler dans un instant. On écoutera Parcells avec Live Your Love, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Live Your Love, c'est signé Parcells, un collectif à également très belle nature capillaire. Oui, parce qu'aujourd'hui on est dans une journée guitare et cheveux avec Bertrand Huskla. Et moustache même un peu. Hein. Ouais. Ça te plaît, Parcells, par exemple? Ce genre de truc que tu peux... Oui, je serai au concert le 8 octobre. Ah oui, carrément. Ouais. Non, j'aime beaucoup depuis très très longtemps. J'aime beaucoup ce groupe. Je les avais découverts, c'était... Il y avait un festival à Paris, là, sur l'hôtel de ville... place de l'hôtel de ville où on pouvait y aller, c'était pour ça gratuit. Ouais, j'avais un peu campé pour avoir des bonnes places et j'y étais allé, c'était extraordinaire. Après j'ai racheté des places quand ils étaient au Zénith, mais j'ai pas pu y aller, donc j'ai encore mes places chez moi qui sont pas détiquetées, je sais pas comment on dit, arrachées. Et donc voilà, je vais prendre ma revanche à Bercy. Très belles harmonies vocales. Oh, c'est super. Également. Non, c'est hyper élégant, ils sont bien habillés. Ils sont désirables, tout va bien. Bertrand Huskla est à l'affiche d'Avec ou Sans enfants d'Elsa Bléo. Sur le mode de la comédie, certes, le film montre comment l'arrivée des mômes dans un groupe de potes peut sonner le glas. Est-ce qu'on ne devient pas complètement égocentré quand l'enfant paraît ? Non, enfin disons que son centre du monde c'est plus ses amis. Moi j'aime bien cette idée que ma série d'adolescence c'était Friends et j'adorais cette thématique qui est que dans notre vingtaine notre famille c'est nos amis et c'est la thématique de la série, les Friends quoi. Et la série se finit quand Monica et Chandler ont un enfant, vont déménager et c'est là où ça se finit. Et le film reprend un peu l'après en fait. C'est des espèces de gens qui deviennent parents mais qui veulent quand même rester dans une forme de nostalgie. Et moi les personnages nostalgiques je trouve ça toujours hyper touchant. Donc ils veulent rester potes comme avant, on va faire comme avant, mais en fait c'est plus possible, il n'y a plus d'avant parce que maintenant il y a des enfants. Donc le centre du monde, oui, c'est un peu descendré. Le cadran maintenant, il est au niveau de sa progéniture. Oui, mais ça pose une vraie question, c'est est-ce qu'on peut être un bon ami si on est un bon parent ?
Moins, je crois moins, sincèrement. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut pas abandonner ses enfants. Mais il y a une notion, je vais pas dire d'égoïsme, mais je vais dire patrimonial. C'est-à-dire que on passe d'une vingtaine sans souci, tout le monde est sympa, on se donne la main, les frontières sont ouvertes, tout le monde a égalité, et d'un coup la famille arrive comme une grosse valeur conservatrice, où d'un coup on se rend compte qu'on est prêt à tuer à main nue une vingtaine de personnes avant qu'on touche un cheveu de mon fils. Et ça, c'est un basculement. On se dit ok, d'accord, ok, là il se passe quelque chose. Non, mais les enfants, mais pas tous les enfants, puisqu'on se rend compte aussi dans le film, mais qu'il y a une réalité assez éprouvée. Le problème, c'est toujours les enfants des autres. Oui, c'est les enfants des autres. C'est le syndrome du carré dans le TGV, quoi. C'est ça. Et de se dire, tant que c'est le mien, ça va, quoi. Mais après, paradoxalement, on est plus tolérant avec les enfants des autres quand on en a. Maintenant, je commence à lancer des regards dans les trains et les avions quand j'ai des parents avec des jeunes enfants, un peu des regards de soutien, des petites tapes sur l'épaule. Ça va bien se passer, on est avec vous, c'est pas grave, c'est écrit, quoi. Bon courage. Voilà. Moi, je vais essayer de dormir, et puis vous. Avec ou sans enfants, et par définition un film de potes. Le film de potes, c'est un genre en soi. Quelles sont tes références à toi en la matière ? Moi, c'est triste de classicisme, mais c'est bien entendu Les Bronzés, quoi. C'est ce qui a fondé j'ai l'impression cette vague du film de potes en France. C'est une des références, bien sûr, de la réalisatrice. Donc et global, et alors je sais pas si c'est repris, mais en fait comment il s'appelle ça, le Brat Pack de Judas Pato, toute cette clique là qui reprennent ça. Enfin, moi j'adore cette déconne commune en fait entre des gens qui se connaissent bien, le délire commun. C'est ce qui est le plus vecteur d'humour, parce que on est dans une sphère très safe. En fait, on ose des trucs qu'on n'oserait pas avec des personnes qu'on connaît pas, et donc je chéris vraiment cet humour de bande. Et puis il y a un point commun de fait entre Les Bronzés avec ou sans enfants, c'est que c'est un groupe de potes, mais qui n'est pas dans son environnement naturel. C'est-à-dire qu'on les emmène ailleurs, et ça joue aussi. C'est ça, c'est Les Bronzés font des gosses, quoi. On les emmène ailleurs, et puis voilà. Et Les Bronzés en Italie, là, pour le coup. Et Les Bronzés en Italie qui font des gosses, qui mangent des pizzas et des trucs comme ça. Parlons de la constitution du gang. Nadia Rose, Ryan Bensetti, Tiffaine Davio, Joséphine Draille, Julien Pestel, Adèle Gallois, Cyrus Saidi. Tu as amené des jeux de société sur le tournage pour lier la bande. Info ou intox ? Le Perudo, m'a-t-on dit. Info, beaucoup de Perudo, pas que le Perudo. C'est un jeu de dés, pour rester dans des références ciné, c'est dans le un peu aussi. Il joue à ce jeu-là dans Pirates des Caraïbes le 2, quand il joue le Black Pearl au dé, il joue au Perudo. Voilà. Donc quand tu connais les règles du Perudo et que tu vois Pirates des Caraïbes 2, t'es à don, enfin moi genre oh mais c'est fou ce qui se passe, alors que voilà. Mais j'ai pas ramené qu'un genre, j'en ai ramené 5-6 pour voir j'adore en fait ramener des jeux et voir qu'est-ce qui correspond à un groupe. Parce que j'adore encore plus que ça les gens qui disent moi j'aime pas les jeux de société, et à chaque fois pour moi c'est le défi de me dire OK, franchement, si t'as un peu de bonne volonté, tu me donnes 2-3 jours et je vais te prouver que t'as tort. Il y en a forcément un que tu vas aimer. C'est pas possible de pas aimer. Oui, mais alors c'est un piège le jeu de société, parce que ça peut te faire aimer les gens ou les détester de manière immédiate. C'est Monica Geller qui te parle. Ouais, d'accord. Oui, mais si on sait pas jouer. Mais en même temps, c'est drôle. Mais pareil, je trouve que ça hyper thérapeutique. Moi, j'ai réglé des problèmes de communication entre des potes, parce qu'il y a des gens qui sont des mauvais joueurs. Et parfois, ça cache d'autres trucs. Parfois, ça cache des ressentiments entre les gens. Et je trouve qu'à partir d'un certain âge, et je dis, pour l'enfance, c'est compliqué quand t'es mauvais joueur, tu vas pas le régler. Mais chez les adultes, à un moment, ça peut devenir un plaisir de perdre. Et apprendre ça, j'adore créer les conditions d'un jeu où tout est pour le jeu et c'est pas grave et ça se passe dans le jeu. Avec des règles, mais des règles importantes. Quand on joue au loup-garou et qu'on jure sur la tête de sa mère, pour moi c'est interdit ça. On fait pas appel à l'extérieur du jeu. Tout doit rester dans le jeu. Ouais, moi j'ai pas appris à perdre, je te le dis tout de suite. C'est écoute, monstrueux. Et on se fera une partie, laisse-moi 2-3 jours et je vais te prouver que t'as tort. Quelle est ta carte préférée entre Reptireur et Arachnibou? Oh, wow, oui, j'ai passé un coup de fil à un ami. Okay, c'est donc une question qui est posée par Martin Darondeau, qui est ton camarade de route, qui m'a soufflé cette question. On a beaucoup qui me semble très mystérieuse. Mais... On a beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Mindbug. C'est une espèce de... C'est co-créé par le fondateur du jeu Magic, mais c'est une version un peu plus pour bébé, pour gros ninus comme moi. Arachnibou. Voilà, je réponds Arachnibou parce que le jeu de mots est super. Araignée, hibou, Arachnibou, c'est brillant. Ok, tout ceci est très obscur, mais j'apprécie cette réponse. Il est temps d'écouter un nouveau titre et j'ai choisi Radiohead, Karma Police. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Radiohead sur Nova, Karma Police, un titre choisi pour Bertrand Huskla. Me suis-je trompé? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est dans la bande son de ma vie, ça. Radiohead? Ouais. Ou vraiment. ce titre en particulier? Radiohead, après c'est tellement génial, mais Radiohead tout court, je les suis depuis très très longtemps, j'adore ce qu'ils font, j'adore The Smile, j'adore les trucs solo de Tom York, c'est vraiment les plus forts, quoi. Alors c'est les trucs qu'on écoute quand on est down?
Pour se remonter le moral ou pour plonger encore plus? Non, même quand on est heureux, c'est hyper beau. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a un tel rapport, il y a une telle intelligence entre de la musique très très compliquée et de la pop qu'ils arrivent encore à tenir. Quand on regarde les jeux sur les rythmes, sur Pyramid Song, c'est complètement dingue. Et non, il y a des, je crois que dans Packed Up Like Sardines, ils mettent une espèce de carton qui appartiennent pas à notre gamme, mais n'empêche, on arrive à la ressentir alors qu'on est occidental. Et je trouve qu'à chaque fois, ils ouvrent un peu les portes de la perception de la musique occidentale. Quand on écrit, quand on invente, quand on joue ses propres partitions, comme c'est ton cas, est-ce que c'est facile, voire reposant, de se glisser dans les histoires des autres? C'est reposant. C'est sûr que quand j'arrive et que c'est déjà écrit, je me dis en fait c'est que ça, acteur. Parce qu'acteur, c'est un métier facile. C'est très 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 facile. C'est très dur d'être bon, mais c'est très facile à faire. Mais il y a des gens qui sont nuls et ils ont des carrières incroyables. Il y en a même qui ont des Césars, mais c'est quand même très dur d'être bon. Donc quand j'arrive, je me dis waouh, ok, c'est déjà fait. Il y a un petit passage pas de réécriture, mais il faut que je m'approprie quand même les trucs. Mais c'est vrai que je trouve ça reposant. Et en vrai, je comprends pourquoi il y a des gens qui font que ça, parce qu'il y a un moment, ça prend un espace mental et ça permet de se focaliser sur des trucs qui paraissent complètement futiles aux autres. Une virgule, une respiration, ce mot-là, qu'est-ce qu'on fait, l'accessoire, qui sont des trucs, moi j'ai pas le temps de penser à ça quand je suis auteur, producteur, réalisateur, acteur, et je m'en fous, je vais te le faire et tout. Mais quand t'es que acteur, d'un coup tu te dis ah ouais, non, je vais vraiment chercher la logique interne de tout ce que je dois dire et faire. Et ça, c'est assez agréable. Pointilleux sur les détails. Ouais, mais en fait, c'est des détails qui prennent leur place tout seuls. C'est comme ça qu'on travaille un rôle, je pense. C'est juste de laisser de l'espace, un peu d'oisiveté, sincèrement, dans la tête pour chercher comment chercher. Ça paraît un peu débile dit comme ça, mais il y a plein de méthodes. Mais d'être poreux à qu'est-ce qui va nourrir le personnage. On parlait de collectif il y a un instant. Exister au sein d'une collégiale, est-ce que c'est si simple que ça? C'est pas simple parce qu'il faut qu'on s'entende bien, faut que personne tire la couverture. Après, moi, ce que j'ai fait là et ce que j'aimais faire, mais qui allait aussi avec le personnage, c'était un peu de jeu en contretemps. Moi, j'ai un personnage qui parle pas très fort, qui est pas très énergique, qui se fait un peu marcher dessus par rapport aux autres. Et les autres sont beaucoup plus prolifiques et productifs en termes de bordel. Donc moi, mon défi là-dessus, c'était de trouver les temps morts pour glisser ma phrase, pour inventer à cet endroit-là. Donc j'avais l'impression d'être... il y avait un orchestre qui jouait, j'étais une flûte de Pan. Et en fait, quand on le sait, quand on est au courant de ça, ça devient très joyeux comme contrainte. Le collectif, tu connais, puisque la troupe avec le théâtre, il y a eu Yes Vous Aime, Brut, évidemment. Mais tu sembles avoir une grande facilité à te mêler aux troupes, au collectif des autres aussi. Je me trompe ou... Mais parce que je crois que ce que je préfère dans ce métier, c'est les autres. Ce que je préfère dans ce métier, c'est quand j'ai pas l'impression de le faire. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le geste et l'envie qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est quand on se retrouve sur un plateau, il m'est arrivé de tourner dans des trucs où oui, je peux venir juste pour le cacher, une série télé qui m'intéresse pas ou des trucs comme ça, et ça m'ennuie profondément. Par contre, quand je suis là et que je suis au courant de l'historique et pourquoi est-ce qu'on est arrivé ici, et c'est un peu à l'image du film qu'on a fait là, ce film, on l'a tourné en Italie, mais on a eu pas beaucoup de moyens, avec des enfants, c'était long, c'était compliqué, on est tombé dans les pommes parfois sur le tournage tellement il faisait chaud et c'était l'enfer. C'était un tournage dur. N'empêche, faut le refaire, je signe demain, parce que l'envie du film, je trouve qu'elle transparaît dedans, elle transparaissait dans le scénario, dans la vitalité de réalisation, et ça m'intéresse plus que le reste en vrai. Tu fais aussi partie de ceux qui ont intégré la saison 2 de la série qui a fait son grand retour, mais ceux qui ne savaient pas ne devaient pas en parler parce que l'attente était folle, mais que ça y est, on a le droit d'en parler. Bref. C'est bref, c'est ça. J'ai été très gentiment appelé par Kian pour passer quelques petites têtes, parce qu'au final, je suis quand même un peu là dans cette série. Je pensais que je serais moins là, et après, effectivement, j'ai vu la série, je me dis, en fait, je suis quand même là. Donc, c'était cool. Et non, mais en fait, trop bien. Là, c'est intégrer une autre troupe aussi, de fait. Intégrer une autre troupe, mais dans le timing bref. C'est-à-dire que t'arrives, la caméra est posée, ils ont mis 2 heures à l'installer, et tu dis un mot, et puis tu t'en vas, et tu dis fin de journée. Et il faut faire confiance, il faut leur faire confiance. Il y a eu 1 ou 2 scènes où vraiment j'ai été dirigé par Kian et Navo, on a pu prendre le temps parce que c'était des scènes qui étaient compliquées, qui étaient longues, qui étaient des scènes avec enjeu. Et les seuls trucs que je retire, c'est la frustration de pas partir sur un long métrage avec eux, parce que mais quels magiciens dans la direction d'acteurs ce sont, c'est de bonhommes. On poursuit la conversation dans un instant. 4e titre, choisi pour toi, Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards. Le score sur Radio Nova. Tame Impala sur Nova, Tame Impala pour Bertrand Huskla. Je fais que des phrases qui riment. C'est super, c'est très très bien, ça me va très bien pour l'instant, super playlist. C'est super. Non, j'aime bien Tame Impala, mais je les ai jamais vus en concert pour le coup. Ouais.
Peut-être un jour, non? Peut-être un jour, faut qu'ils ressortent un truc, non? Ils ont pas d'actu, je crois. Là, sur l'album de Justice. Ouais, c'est ça. Avec Grammy à la clé. C'est ça. Déjà, mais ils sont que ensemble. Si je veux voir Justice, ils seront pas là, quoi. Il y a des chances. Ouais, dommage. Effectivement. On parle d'Avec ou sans enfants, le film d'Elsa Bleyo dans les salles. On parlait il y a un instant de Bref, et je me disais que les séries à court nom qui commencent par B sont définitivement amenées à connaître un gros succès, non? Peut-être bien c'est placé ça, pour en parler. le secret. Hein. Donc voilà, si vous lancez une série, vous pouvez l'appeler Bob ou Brut. Ouais, ou Brut, c'est pas mal aussi. Je te pose la question. Ouais, Brut 24, c'est ça. Que se passe-t-il après? Après Brut 24, ouais. Après Brut 24, il se passe que j'écris des trucs. Ouais. Il se passe que mon emploi du temps était un petit peu chamboulé dernièrement parce qu'on a un gros défi qui vient d'être posé à mon co-auteur et moi, Martin Darondeau qui écrit Brut avec moi. Ouais. Donc voilà, on devait partir sur des projets de développement assez longs et on part sur une nouvelle aventure qu'on va peut-être devoir faire très vite et peut-être ça va pas se faire, c'est pour ça que je peux rien en dire. It's a secret. See you next year. Et voilà, mais il y a des envies de suite, pas de Brut, c'est-à-dire que la marque en elle-même, j'ai pas non plus envie de m'enfermer là-dedans. Par contre, écrire du long métrage, pourquoi pas réaliser, ça commence à m'intéresser, ouais. Et puisqu'on parlait des séries en B, il y avait quand même des signes. Est-ce que tu peux me rappeler le titre de ta première vidéo avec Yes Vous Aime qui a marqué les esprits? C'était, et ça commençait par un M, c'était Ma B. Ah, pardon. On peut le dire, il y a des enfants, c'est quelle heure là? Oui, on peut, vas-y. Ça s'appelait Ma Bite, voilà, très bien. Simplement. C'est mon appendice. Comment est-ce qu'on passe d'aspirant communicant politique à la chanson rock sur un organe qui dirige le monde? C'est drôle parce que aspirant et bite, et j'étais où est-ce qu'on est? J'avais une espèce de mélange mental dans ma tête. Est-ce que c'est pas un peu la même chose, visiblement? Est-ce qu'on met pas en avant? Est-ce que c'est pas le règne de la phallocratie? Je n'en sais absolument rien. Non, je pense que dans tous les cas, c'est des mecs en costard. C'est peut-être un peu ça la différence. Et j'adore cette image-là du mec en costard parce que je trouve que derrière. T'en as fait beaucoup, hein. Ouais. Et je trouve ça très drôle quand derrière le mec en costard, parce qu'il y a avant tout un enfant. J'adore cette dualité entre la tenue militaire qui est le costard. Ouais. Je crois que le mot cravate vient du mot hongrois Hrvatska, c'est la Croatie, et c'était les uniformes des troupes croates des armées napoléoniennes. Donc il y a vraiment une espèce de lien direct entre le costard, le costume HSBC comme on l'appelait, et puis la masculinité, quoi, la guerre, la bagarre, tous ces trucs-là. Et il suffit de remettre un enfant derrière aussi, et je trouve que ça fait un mélange assez comique, l'autorité et l'innocence. La naissance de Brut, c'était suite à un appel lancé par l'astrophysicien Aurélien Barraud pour nous alerter sur l'urgence climatique, et la réponse politique était, en l'occurrence à l'époque, un vote sur les touillettes. Est-ce que tu as toujours été très sensible à l'absurdité? Non, ça arrivait un peu tard en fait, et c'était grâce à ces médias qui d'un coup parlaient d'urgence écologique. Mais non, j'ai pas été très très sensible à ça en fait. C'était en regardant ces trucs où en fait j'étais un peu pris à la gorge comme beaucoup de monde. Bon, il se trouve que ça a un peu disparu comme discours aujourd'hui et qu'on revient aux pailles en plastique de l'autre côté aux États-Unis. Donc ça me semble pas être une urgence, hein, a priori. Mais je peux le comprendre. Les vrais bonhommes ont des pailles en plastique. Bah ouais, non, mais je peux à peu près comprendre. Et donc du coup c'est vrai que c'est un peu passé de mode l'écologie. On espère que ça va vite revenir parce que ça me paraît un peu plus important que le reste. Alors incise sur le chapitre éco-anxiété, c'est aussi le signe distinctif du mec que tu incarnes dans Fleur Bleue, la série de Denia Barraud et Martin Darondeau. Exactement. Ça te poursuit. Ouais, ça va être un petit peu mon image, alors qu'en fait je viens pas de là, je suis juste mais je pense que ce qui marchait aussi dans Brut, c'était ce parcours du mec lambda qui découvrait qu'on allait mourir. Et je pense que ça, tout le monde peut un peu s'identifier. Quand le mec qui découvre les courbes de réchauffement et les objectifs, le mec qui découvre les discours de Jean-Marc Jancovici, ce même effroi en fait qu'on a tous quand on est face à ce truc-là, et ce même réflexe qu'on a tous de se mettre des œillères en disant que bon, allez, c'est pas grave, on va continuer, on va laisser ça à la génération d'après qui gérera ça très bien. Brut, ça a été aussi l'occasion d'incarner une galerie de personnages hyper variés. J'imagine un terrain de jeu fantastique pour un comédien. Est-ce que tu leur vois quand même un point commun? À tous ces Bertrand, qui s'appellent d'ailleurs tous Bertrand quand même. Hein. Ma tête, peut-être. Non, mais je sais pas s'il y a un point commun. Moi, le seul point commun que j'avais, et pour ceux qui marchent, c'était l'amusement et le training en fait. C'était un formidable training d'acteur pendant 4-5 années. À chaque fois, devoir camper un type, essayer de le faire marcher. J'avais le droit que ça marche pas aussi à des moments. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu s'il y avait un personnage qui était moins bien que l'autre. Parce que comme les gens me connaissaient, du moment qu'on me voyait essayer, il y avait une forme de bienveillance. Donc le seul point commun que je vois entre tous ces personnages, c'est quand même un petit peu, c'est l'enthousiasme, et surtout c'est qu'ils arrivent, ils ont un aplomb que j'ai pas, et ça c'est un truc qui me plaît aussi, c'est-à-dire que c'est des gars qui savent ce qu'ils pensent, et c'est absolument tout mon contraire.
Celui dont on te parle le plus souvent. Il y en a un c'est le jeune homme des années 60. C'est quand je le fais en noir et blanc et que je parle un peu avec une voix comme ça des années 60 où il parle des jeunes femmes et qui montent leurs mollets. Moi, j'ai une vraie passion pour The Vote. Voilà, ceux qui n'ont pas vu, c'est super. toujours dispo, Ouais, c'est très formidable. Il est temps de marquer une pause publicitaire. On se retrouve dans un instant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Bertrand Huskla, enfin je crois. Ouais, je suis Oui, toujours tu es là, je crois que c'est moi. ouais. Est-ce que c'est moi ? C'est moi. J'avais une théorie que je voulais t'exposer, car oui, j'ai énormément de théories. Bah, très bien, Pour partageons-les. clore le super. dossier Brout. Ouais, allons-y, partageons Moi, les je me théories. suis dit en regardant énormément de vidéos que peut-être sans la Macronie, il n'y aurait pas eu de Brout. Je suis d'accord parce Ouais. que je me définis moi-même comme un macroniste de l'humour. En faisant un peu du en même temps. Drôle de formule. Oui, j'ai fait un peu des carabistouilles et j'essaye de. Non, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté, un peu à contretemps de l'époque, ce qui était beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux et ce qu'il l'est encore, c'était les discours radicaux. Alors là, aujourd'hui, une radicalité plus qu'une autre, mais il y a quand même 4 ans, quand on faisait Brout, c'était que les discours devaient être très marqués pour avoir une résonance. Et moi, ce que j'essayais de faire, c'était d'avoir beaucoup, d'être extrêmement nuancé. Un peu à la Étienne Klein quand il faisait l'apologie de la nuance et d'arriver avec quand même une phrase implacable à la fin, mais d'essayer de résumer des trucs en disant non, mais en essayant d'être un peu au-dessus des polémiques et en se mettant quand même d'accord face à un truc. Il fallait que cette phrase de fin soit assez inattaquable, à gauche comme à droite d'ailleurs, pour que ça puisse imprimer le truc et qu'on mette un peu les gens d'accord. Donc c'était ce travail-là un peu de sloganisation, où à la fin on devait finir sur une phrase où personne n'arrivait à ne pas être d'accord, et ça c'était chouette. Chapitre. Oh non, c'est pas ça le mot. Chapitre, c'est fini. Chapitre. Oh là, mais pourquoi j'ai du mal à dire chapitre Chapitre clos. Ça se fait plus depuis les non, années pas là. de 2020. Enfin, en tout cas, on se connaît pas assez. Non, on fait pas ça. Ça se faisait avant ça. On fait pas ça du tout. Ça Donc je reprends. Chapitre clos, mais pour autant continuons de parler d'humour, puisque tu viens nous présenter une comédie avec ou sans enfant d'Elsa Blaillot. De comédie justement, il est question ici avec l'extrait que je te soumets. When people say, "Oh, would you rather be thought of as a funny man or a great boss?" My answer's always the same. To me, they're not mutually exclusive. There's a weight of intellect behind my comedy. Yeah. If you were to ask me to name 3 geniuses, I probably wouldn't say Einstein, Newton. You know, I'd go Milligan, Cleese, Everett, Sessions. The Office version Ricky Gervais. Version Newton. Version accent à couper au couteau, quoi. Est-ce que ça a été une série importante ? Parce que je t'ai lu la citer de multiples reprises. Bien sûr, mais au point, et j'en ai vraiment honte, au point j'arrive pas à regarder l'américaine, j'ai essayé vraiment 2-3 fois, et je suis désolé pour ceux qui la préfèrent, mais en fait c'est tellement... C'est une autre série. C'est autre chose, c'est cool, et il y a des gens ils aiment le chocolat, et des gens qui aiment le padel, et c'est pas les mêmes gens, et c'est ok. Il y a des gens qui aiment le chocolat et le padel. Bah voilà, moi j'aime The Office version UK, et je n'arrive pas à regarder autre chose, je la trouve tellement extraordinaire. Mais qu'est-ce qui t'a accroché ? C'est le personnage en fait, c'est l'empathie, c'est la tristesse du type. En fait, ce que j'aime beaucoup, et je trouve que ça questionne un vrai truc qu'on a aujourd'hui, c'est quand les gens disent des horreurs mais pensent bien faire. C'est quand un mec va balancer une horreur... raciste à la radio ou à la télé, mais il voulait dire un truc sympa. Il voulait dire que je sais pas, je me souviens de Clémentine Célarier qui disait que dans son fond de son cœur, elle est noire. Et donc du coup, la communauté noire s'est indignée en disant mais non, mais tu peux pas t'approprier ce combat. Mais en fait, c'était pas méchant ce qu'elle disait, mais c'est quand même raciste, mais c'est juste un peu bête parfois. Et puis c'est pas dans l'air du temps et c'est mal compris. Je trouve que dans ce personnage de Ricky Gervais, c'est tellement la perfection. C'est tellement l'exemple parfait des pieds dans le plat au mauvais endroit. C'est quantiquement improbable et c'est d'une maîtrise. Je trouve ça très très joyeux. En dehors de Gervais, tes idoles du LOL, si je peux me permettre l'expression. Alors, c'est Flight of the Conchords. Ouais, pardon, désolé. Non, mais c'est que je l'ai trop dit, mais je les aime d'amour en fait. C'est que je vais te laisser expliquer quand même qui sont ces gens. C'est un groupe de musique néo-zélandais qui s'est installé aux États-Unis. Ça va être dans les années 2005 à New York. Ils ont fait une série qui s'appelle Flight of the Conchords. Il y a eu 2 saisons. Était sur Max, je crois. Et mais il y a tellement de créativité, il y a 3-4 chansons par épisode. Ils ont arrêté au bout de 2 saisons parce que ça leur demandait trop de travail, je peux le comprendre. C'était tellement libre et sensible, surtout comme série. À chaque fois, il y a des chansons qui sont à la fois drôles et hyper émouvantes. Et c'est un humour qui est hyper tendre.
Donc eux, voilà, j'adore. Et toujours dans la musique, c'est Bo Burnham qui cite lui-même Flight of the Conchords en référence, et à juste titre parce qu'on retrouve beaucoup de Flight of the Conchords dans Bo Burnham. Mais pareil, c'est un mélange de musique, d'humour et d'intelligence. C'est le genre d'artiste qui, moi, me donne envie de poser le stylo en disant mais qu'est-ce qu'il y a à faire après ça, quoi, c'est tellement bien. Mais c'est que des gens qui ont aussi une forme de gravité dans leur drôlerie. Ouais, parce que je pense qu'il y a que ça qui me fait rire, c'est quand c'est... Après voilà, moi j'ai l'impression que je fais de l'humour mais je suis pas pour autant triste et je me sens pas dépressif et je pense pas qu'il faut l'être, mais avoir une réflexion un peu grave, c'est là où on parle vraiment de soi en vrai. C'est quand on transmet ses angoisses par l'humour. Est-ce en hommage à Ricky Gervais que tu multiplies désormais les expériences de MC dans différentes cérémonies, Cannes Série, le Festival de l'Alpe d'Huez C'est un exercice qui t'amuse ? Ouais, ça m'amuse vraiment beaucoup. Et effectivement, Ricky Gervais, il y a les comptes Instagram Daily Ricky Gervais. Je pense que mon co-auteur Martin Narondo doit m'envoyer 2-3 par jour. Enfin, du coup, je commence à les connaître toutes par cœur, toutes ces conférences. Et ouais, c'est un exercice que je trouve vraiment hyper agréable. Et pareil, essayer de présenter ça en étant très très méchant vis-à-vis des invités, tout en gardant la respectabilité qui incombe à notre pays parce qu'on n'est pas les Américains et on peut pas roaster comme ils le font. Trouver cette frontière et essayer de la piétiner de temps en temps, ça me fait beaucoup rire. C'est marrant, le roast est une question qui revient assez souvent dans cette émission. Ouais. L'ambition d'en faire, l'amour des gens drôles pour le roast et l'incapacité. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est impossible en France parce que, enfin moi c'est ma théorie, c'est un peu triste en France parce que quand t'es une maxi star américaine, maxi multimillionnaire, bon, s'il se prend une claque, c'est cool, en vrai. En France, il y a des gens, oui, c'est des acteurs, et leur carrière va peut-être s'arrêter demain, alors ils sont peut-être pas millionnaires, mais ils ont moins d'argent, et que du coup, si ils se mettent une claque et qu'ils s'en relèvent pas, ça peut être une fin de carrière. On est plus petit, en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment attaquer les très 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 puissants quand on roast. Sur Macron, je crois que ça peut marcher. Sur des acteurs, je pense qu'on est trop petits, les acteurs français. Oui, puis il y a une forme de sérieux aussi dans les cérémonies un peu... Il y a un rapport à l'institution aussi qui est extrêmement français. Il y a un rapport au centralisme aussi qui est très français, au respect de ça. Donc c'est vrai que ça passe un peu plus différemment. C'est un peu plus horizontal, la société américaine. Moi, j'ai un souvenir d'une cérémonie des Césars, d'un truc qui m'avait fait hurler de rire, mais qui, je crois, avait été très mal compris. Finnegan Oldfield était nommé une année, alors je ne sais plus quelle était la catégorie, et en fait, au moment de l'annonce du résultat, il y a à chaque fois les 5 vignettes avec les nommés. Il ne gagne pas, et il fait une Joey Tribbiani. C'est-à-dire qu'il fait le mec qui s'agace de... C'est hyper drôle, ça. C'est hilarant. Ça, c'est hyper drôle. C'est hilarant. Mais je crois que ça n'a pas été compris. Ouais, mais il est resté dans les annales, et enfin là-dessus, les gens qui savent, et en tout cas, si on n'est pas très fort en roast en France, je pense qu'on est, par contre, on est très fort en autodérision. Et il l'avait montré ce soir-là. Dernier titre choisi pour toi, avant de te laisser la main et de découvrir ta sélection, Franz Ferdinand, Take Me Out. Bah bien sûr. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Franz Ferdinand sur Nova, Take Me Out. Vous avez juste entendu au moment du lancement du morceau Bertrand Huskla dire Bah ouais, bien sûr. Il va falloir élaborer, monsieur. Bah non, mais c'est... je sais pas, je trouve ça fou, moi. J'ai l'impression qu'ils ont construit une musique sur un bruit. Et du coup, ils le répètent et ils s'obstinent. Ouais, j'ai dû les voir une dizaine de fois en concert. Et à chaque fois, ce moment où on se met tous à sauter en rythme sur ce bruit qui revient de manière entêtante. Alors, il y a ça, et il y a sur Ulysses le Wouh. Ah ouais, bah oui, non, évidemment. Ouais, ils font du rock pour faire danser les filles. C'était ça l'expression et l'ambition de base. C'est parfait. C'est génial. Franchement, qui continue. Et moi, je ferai partie des filles dans la salle qui danseront. Je crois que c'est la Cigale, je crois. Ah oui, t'es au courant de tous les... Oui, mais parce que j'ai noté que sur Ricky Gervais, tu m'as pas noté le 8 mars. J'y suis, j'y serai. On sera coucou. J'y serai avec mon frère. Avant de se quitter, le moment redouté par les invités. Bon, enfin, pas trop en fait. Ah bon ? Une rafale de questions sur la musique. Allez. Tu dois me répondre du tac au tac et je ne peux pas te demander de justifier tes réponses. J'ai arrêté de dire que je ne peux pas te juger car c'est faux, je juge. Tu vas juger, c'est bien ça que tu vas juger. Est-ce que tu es prêt ? Non. Eh ben on y va quand même. Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne. La bande-son du Roi et l'Oiseau. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. C'est Pretty Fly for a White Guy de Offspring. Ton hit de karaoké. Angels de Robbie Williams. Oh mais quel bon goût. Je serai au concert. Super. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Ce serait, Superflu Loves Isaac. C'est de l'électro, c'est une musique magique pour faire se lever les gens en soirée. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Tout ce qui est raga, qui fait kapoum, 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 je m'en vais.
Ta chanson de comédie musicale préférée? C'est Mr. Cellophane de Chicago. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? C'est Sinking Boat de Infinity Song. Et la chanson, alors catégorie pénible, dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Le earworm. Toto Africa. Oh putain, ça y est, je l'ai. Oh, c'est terrible. Non. Ouais. Merci beaucoup, Bertrand Huskla. C'est désormais jusque je demain. vous le transmets, c'est très bien. Je rappelle que tu es à l'affiche d'Avec ou Sans enfants d'Elsa Bleyo. Exactement. Et il est grand temps de passer à ta playlist. Pour démarrer, tu as choisi Rye avec Worth It. Pourquoi ce titre? Parce que c'est une technicité vocale qui rend triste tellement c'est beau. C'est des espèces de micro-contrôle du larynx. C'est un alien, cette personne. Et j'ai très très hâte qu'elle vienne en France pour la découvrir sur scène. Le score sur Radio Nova. Tame Impala pour clore le score dédié à Bertrand Huskla. Merci mille fois. Merci de l'invitation. Je rappelle qu'Avec ou Sans enfants, c'est dans les salles. Merci beaucoup. On te retrouve très bientôt pour un projet totalement secret. Bien sûr. Il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.